Stéphanie Van den Toren pour Santé publique France, mais elle se présentera plus avant, bien que tout le monde la connaisse. Et Élodie Richard, qui est doctorante en santé publique, vont nous parler de la médiation en santé et lutte contre la COVID-19 auprès des gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine. Donc, Stéphanie, Élodie, la parole est à vous. Je vous laisse vous organiser pour le talk. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais commencer une première partie de cette intervention et puis Élodie, qui fait sa thèse avec moi, et Linda Cambon enchaînera. On a juste modifié un peu le titre de notre présentation, excusez-nous pour ça, mais je pense qu'au vu des enjeux qui viennent d'être actuellement discutés sur la vaccination notamment, vous ne nous en voudrez pas. On voudrait parler de façon un peu plus large sur la lutte contre la Covid pour les populations en grande précarité. Donc, je suis médecin épidémiologiste, responsable du programme sur les inégalités sociales de santé à Santé publique France, mais aussi chercheur affilié à Bordeaux Populationnel, puisque je travaille aussi en épidémiologie sociale et mène des recherches dans ce domaine, à la fois pour bien étudier le gradient social aux diverses thématiques, mais aussi pour une meilleure prise en compte des populations vulnérables dont font partie les personnes en grande précarité. Donc, je vous donne juste dans la diapo suivante un premier, une façon dont est structuré ce programme, puisqu'on fait un gros lien entre les recherches et les politiques publiques et la surveillance. Et c'est pour ça que j'ai une double affiliation, en fait, à la fois de la recherche et de la surveillance. Donc, vous verrez qu'on tourne la roue un petit peu entre une meilleure documentation et l'intégration d'indicateurs notamment sur le gradient social dont je vous parlais tout à l'heure dans les grands systèmes de surveillance de Santé publique France, mais aussi un lien très fort avec la recherche, et notamment la recherche en épidémiologie sociale, pour mobiliser les savoirs récents et pertinents, pour mettre en place des politiques de santé publique ad hoc. Et c'est le dernier point de la roue dans l'objectif de mieux agir et donc de mieux s'articuler avec les politiques publiques et aussi la population, puisqu'on travaille beaucoup en recherche participative. Donc, sur la diapositive suivante, je vous montre un petit peu un premier lien. Donc, on a Gilles, que je remercie aussi ici, qui vous mettra dans le chat les liens dont on vous parlera, que vous puissiez y accéder et savoir un petit peu mieux de quoi on parle. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils de réduction des inégalités sociales à Santé publique France. On est en train de travailler sur le site. Et dans ce site, on commence à élaborer un petit peu ces différents outils pour les mettre à disposition. Donc, comme je vous le disais, on développe beaucoup les approches participatives et les savoirs expérientiels pour s'articuler au plus près du terrain avec les acteurs, que ce soit au niveau local, mais aussi régional, voire national, puisque c'est un prérequis de toute la démarche des réductions des inégalités sociales. Et vous le saviez mieux que quiconque, voilà, c'est sur le terrain que ça se passe. Mais aussi avec les usagers, et pas que les associations qui sont investies auprès de ces populations, mais aussi avec les usagers eux-mêmes et dans les différentes études et démarches qu'on mène et dans l'équipe de recherche qu'on mène. Donc, on est à Bordeaux Populationnel dans un axe qui s'appelle Inégalité sociale de santé, dans une future équipe de recherche qui s'appelle ACT. On travaille beaucoup avec des personnes elles-mêmes, donc soit des personnes sans abri, soit les gens du voyage, comme on va vous le présenter là. Et puis, on a comme outil de réduction des ISS des grands concepts qu'on va vous illustrer par cette présentation. Une première que je vais vous présenter sur la mobilisation des connaissances, ou transfert de connaissances, qui vient de nos amis québécois, pour faciliter un peu l'appropriation des connaissances entre les chercheurs, les acteurs et les décideurs. La littératie, et je vous montrerai quelques exemples, la lutte contre les discriminations et les violences, et la médiation en santé que vous présentera Élodie. Donc, on va vous faire des petites illustrations de ces outils à travers la COVID-19 et des populations en grande précarité. Donc, sur la diapositive suivante, sur la mobilisation de connaissances, juste un petit point mais ça a été largement débattu ce matin et puis présenté ce matin, mais les populations qui sont dans des situations de grande précarité, elles ont été vraiment très rapidement identifiées comme démesurément exposées au risque d'infection, mais pas seulement, aussi à des risques de comorbidité qu'on sait plus fréquentes et des conséquences en termes de santé mentale et sur leur vie sociale qui ont été particulièrement délétères au cours de cette crise. On a d'abord un risque accru d'infection parce qu'on a une densité et une promiscuité des personnes dans les lieux de vie qui sont souvent collectifs, notamment ça peut être des gymnases pendant la période hivernale, mais aussi des centres d'hébergement qui sont souvent dans des endroits avec beaucoup de densité de population, puisqu'on a une saturation des parcs d'hébergement, notamment
en Île-de-France, mais aussi ça commence à être pareil ailleurs. Une difficulté pour ces personnes à pouvoir appliquer les gestes barrières, parce que quand on parle confinement, on ne peut pas se confiner quand on n'a pas de logement, on en a parlé, mais aussi parce qu'il y a besoin de sortir, ne serait-ce que pour sa survie, et notamment d'avoir recours aux dispositifs d'aide alimentaire ou de pouvoir continuer à travailler pour les travailleurs très précaires, et que ce n'est pas possible des fois de s'isoler au sens où les autorités sanitaires l'entendent. Et puis tout simplement parce que l'accessibilité à des conditions d'hygiène de base n'est sans doute pas toujours requise, notamment dans les campements, les bidonvilles, etc. Il faut aussi avoir la disponibilité de l'eau courante, des moyens d'hygiène de base, comme des toilettes et des douches individuelles, ce qui est rarement le cas. Et puis, surtout en début d'épidémie, il n'y avait pas l'accès, ne serait-ce qu'au matériel de protection par les masques, ou voire à une information adaptée à la langue, à la culture et aux représentations des personnes. Et c'est pour ça qu'on va vous parler un peu de littératie tout à l'heure. Une difficulté d'accès aux soins et aux droits, notamment parce que c'est une population qui est souvent invisible et qui n'est pas détectée par les systèmes de surveillance classiques qu'on a à Santé publique France. On parle de vaccination, par exemple, dans le SIVAC sur la vaccination. On a quelques personnes qui ont un numéro de sécu. Ceux qui ne l'ont pas, ils ont un numéro fictif, hein, mais on a quand même beaucoup de manque d'indicateurs parce qu'on n'a pas de déterminants sociaux à proprement parler, à part des fois l'âge, le sexe, qui sont des déterminants vraiment basiques. On a rarement le pays de naissance, l'absence de logement, l'absence de soutien social, toutes ces questions qui nous préoccupent. Cette invisibilité, elle a des conséquences non seulement collectives, puisque du coup, ça entraîne une dissémination plus rapide, vu qu'on n'arrive pas à la détecter et donc à agir dessus, mais aussi des conséquences individuelles, notamment avec des retards de prise en charge assez conséquents. Donc, c'est avec tous ces constats qu'on a mis en place le projet MOBCO, qui est une mobilisation des connaissances qu'on a mis en place sur la lutte contre la Covid-19, d'abord autour des questions de dépistage, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, et actuellement autour de la vaccination, donc on pourra peut-être en toucher un mot dans les discussions, pour les populations en situation de grande précarité. Donc, dans ce groupe est collectif à Santé publique France, et il rejoint beaucoup de directions différentes, à la fois des régions, notamment dans 3 régions qui sont particulièrement impactées, à savoir en PACA, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, des personnes qui sont en charge de la direction de la promotion en santé, notamment pour tous les outils de communication dont on va vous parler, et puis des personnes aussi qui sont à la direction des maladies infectieuses, etc. C'est vraiment un projet transversal. Alors, la mobilisation de connaissances, en fait, elle a pour objectif de partager des connaissances, mais aussi des pratiques et des expériences entre des chercheurs, des acteurs et des décideurs autour de la situation, là, en ce qui nous concerne, des personnes en grande précarité. Sur les objectifs stratégiques qu'on avait mis en place, on voulait co-construire ces stratégies de vaccination, par exemple, pour améliorer la couverture vaccinale, ou les stratégies de dépistage, quand on voulait améliorer le dépistage auprès des publics très précaires. On voulait développer les partenariats entre des chercheurs et des acteurs pour faciliter la mise en place des stratégies qui seront développées de façon co-construite. Et puis ensuite, on a un objectif, ça fera plaisir à Rachid Salmi, que je salue au passage, d'évaluation pour cette recherche translationnelle pour pouvoir améliorer la mobilisation des connaissances entre les acteurs et les niveaux décisionnels. Donc l'articulation entre tout ce monde, elle se fait à la fois au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et comme on l'a dit, c'est vraiment ce prérequis qui peut permettre la réduction des inégalités sociales, parce que si on fait des beaux plans au niveau national, mais qu'il n'y a pas de déclinaison au niveau local, ça ne sert à rien. Donc, sur le premier point, on voulait travailler d'abord sur le dépistage. Donc, pour pouvoir faire une mobilisation des connaissances, il faut d'abord avoir rempli 2 grandes conditions qui sont l'analyse du contexte et l'analyse des besoins du public pour pouvoir émettre une hypothèse de travail qui est la plus précise et la plus restreinte possible pour que la mobilisation de connaissances soit efficace. Donc, sur l'analyse des besoins du public, c'est un peu tous les points dont on a parlé, c'est-à-dire l'hébergement doit être sécurisé pour ces personnes. Ils doivent pouvoir accéder aux besoins de base. Donc, on parle de l'hébergement, mais aussi de l'alimentation et des services, et puis pouvoir assurer leur mobilité. Alors, pour l'analyse du contexte, alors on se retrouvait, quand on a mis en place ce travail-là, on était en octobre et on était très inquiets du
plan hivernal, puisque, comme vous le savez, en France, on a souvent l'ouverture de gymnases pour permettre aux personnes qui sont en situation de grande précarité d'être mises à l'abri, mais ça sous-entend une promiscuité et donc une propagation potentielle de l'épidémie de façon très rapide. On avait en plus un contexte de tension hospitalière avec beaucoup de personnes dans les hôpitaux sur la Covid, et puis un parc d'hébergement qui est saturé. Donc, vraiment en Île-de-France, on avait des indicateurs vraiment rouges, et ailleurs en PACA un peu moins, en Hauts-de-France un peu moins, mais toujours est-il que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on va définir ensuite le contexte sur lequel on travaille. Donc, au vu de ces 2 points, on a identifié les objectifs de notre mobilisation de connaissances pour mettre ensemble les stratégies de lutte contre la Covid dans les centres d'hébergement. Donc, c'était très précis, c'était sur un public vraiment hébergé. Alors ensuite, on a 3 façons de procéder, enfin 3 façons, c'est 3 étapes qui arrivent successivement. La première, c'est de diffuser correctement les connaissances. Donc, pour ça, on fait des scoping reviews, des littératures sur les actions probantes qui ont été mises en place à l'étranger et qu'on va vous présenter. Et puis de ce qui est fait en France aussi pour essayer, même si les études ne sont pas encore publiées, de se mettre en relation avec les auteurs et de regarder un peu les premiers résultats pour avoir un peu une idée de ce qui se passe sur notre territoire. Et ensuite, on travaille à cet échange de pratiques avec à la fois des acteurs, des décideurs et des chercheurs pour ensuite améliorer l'action par des webinaires et des échanges fréquents qui permettent un peu de diffuser un peu ces connaissances. Et on vous mettra dans le chat la première note de synthèse qu'on a publiée à propos des stratégies de dépistage. Donc, sur la diapositive suivante, on a donc travaillé à cette revue de littérature, cette scoping review, comme on l'appelle, pour regarder quelles sont les stratégies qui avaient été mises en place à l'étranger pour pouvoir adapter les tests à l'entrée des centres et voir quelles étaient les stratégies qui ont fait leurs preuves pour freiner l'épidémie. La première chose qui est maintenant évidente, mais qui ne l'était pas forcément à l'époque quand on l'a fait, c'est-à-dire l'hiver dernier, c'est qu'il y avait énormément d'asymptomatiques, jusqu'à 88%, et que les facteurs contextuels jouaient beaucoup plus sur la prévalence de la maladie que les caractéristiques individuelles des personnes. Donc, le taux d'infection dans les foyers d'hébergement était vraiment lié à la densité de population et de taux d'infection autour du centre. Et également, le type de centre était un facteur très important. Donc, les gymnases étaient beaucoup plus, avec des taux d'infection, et les centres d'hébergement beaucoup plus importants que les hôtels sociaux qui étaient mis à disposition des personnes en situation de grande précarité. Et un autre facteur qui jouait énormément sur le taux d'infection était la mobilité à l'intérieur du centre. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui bougeaient beaucoup et donc qui sortaient du centre, revenaient dans le centre, étaient beaucoup moins infectés que ceux qui étaient, on va dire, confinés à l'intérieur du centre. Donc, ce qu'on a pu aussi observer, c'est dans notamment à Boston et à New York, donc aux États-Unis essentiellement, c'est qu'il y a eu des modélisations de stratégies de dépistage où on a pu donc avoir un certain nombre d'informations très utiles. C'était qu'il fallait faire un dépistage itératif et donc répété pour justement capter ces fameux cas asymptomatiques et présymptomatiques, et qu'il fallait adapter les stratégies de dépistage selon 2 grands critères, donc le taux de reproduction du virus, de ce qui se passait autour des centres. Et les stratégies qui ont été mises en place, à savoir l'évaluation quotidienne des symptômes, le dépistage au moins 2 fois par semaine par PCR, et bien sûr le port du masque qui était obligatoire, étaient des stratégies qui pouvaient permettre d'éviter 68% des cas si on avait une infection modérée autour du centre d'hébergement, c'est-à-dire avec un R0 que vous connaissez sans doute. Le R0, c'est le taux de reproduction dont on a beaucoup parlé de l'épidémie, était à 1,5, mais qui commençait à décroître au fur et à mesure que le taux était élevé. Et donc, ces stratégies permettaient d'éviter seulement, déjà 40% des cas si le R0 était à 2,9, et puis alors beaucoup moins de cas, c'est-à-dire seulement 8% quand on avait un taux de reproduction, donc R0, à 6,2. Ensuite, on a pu, après cette scoping revue,
partager ensemble des savoirs expérientiels, donc par des entretiens semi-directifs qui étaient faits auprès des acteurs et qu'on a analysés ensuite de façon qualitative et qu'on a partagé. Donc, on a mis en place un certain nombre de points qui ressortaient, notamment des innovations organisationnelles, des dispositifs innovants ou des nouveaux partenariats, ainsi que le constat et le besoin d'information, et qu'on a ensuite partagé au cours d'un webinaire. Donc, ce qui apparaissait de façon assez claire, c'est que tout le monde s'était mis en cellule de crise avec des liens qui ont été vraiment renforcés entre les acteurs, des fiches réflexes qui ont été mises en place, notamment par la délégation interministérielle du logement, mais aussi par les structures et les associations elles-mêmes qui ont mis en place leurs propres fiches réflexes à partir des informations et la profusion d'informations qui arrivaient à l'époque, une hotline. Et puis, tout le monde s'est organisé, donc vous le savez, en télétravail et en téléconsultation, avec des permanences médicales, parfois 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une mutualisation des personnels médicaux entre le social et le médical. Et ça, c'est quelque chose qui a été très innovant, puisque d'habitude, les agences régionales de santé ont des lignes budgétaires dédiées. Donc là, ça a été vraiment mutualisé afin de permettre à certains médecins de pouvoir aller un peu partout, ce qui a beaucoup rassuré aussi les équipes sociales qui, des fois, se retrouvaient un peu démunies. Surtout, il faut le rappeler, dans ce contexte de début de crise, puisque là, on parle de mars de l'année dernière, où il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y a eu beaucoup d'innovations en termes d'hébergement, des hôtels et aussi des mobil-homes. Il y a eu des centres de vacances qui ont été réquisitionnés, notamment pour mettre en… c'était des jeunes, surtout avec des chiens, plutôt des problèmes d'addiction, et qui, en fait, au décours du confinement et de la crise, ont eu des conditions finalement assez intéressantes pour eux, parce que l'environnement était beau, mais aussi parce qu'ils avaient un soutien social et ils étaient avec un bon lien social entre eux et qui ont eu beaucoup de cas de réinsertion professionnelle au décours de cette expérience-là. Donc, il y a aussi eu des choses assez innovantes et intéressantes et prometteuses sur le terrain. Une veille régulière du terrain avec les usagers, le renforcement du sanitaire et du social, notamment avec les équipes mobiles qui ont été plus que jamais utilisées, des points d'écoute qui ont été mis en place, puisque le numéro national n'était vraiment pas adapté, des nouvelles distributions avec l'alimentaire, l'accès à l'eau, l'accès à Internet. Et puis, je vais aller vite pour ne pas tout lister, vous pouvez retrouver ça dans le chat, puisqu'on vous a mis, je crois, le rapport. Ce qui était important aussi, c'est de voir la littératie, donc je vais y passer, avec les besoins d'information des publics. Voilà, ça, c'est les points clés issus du séminaire, mais comme je vais le retourner. Juste pour vous dire un petit peu avant, c'est qu'on est sur la vaccination maintenant, et donc on est en train de faire ce même travail sur la vaccination. Donc, sur la littératie, il y a 4 enjeux dans la communication. Donc, c'est Cécile Allaire qui a fait ces travaux. Donc, les premiers enjeux, la diapositive suivante, c'est d'adapter l'info au contexte et aux conditions de vie. Le deuxième, c'est de pouvoir informer en même temps que le grand public. Le troisième, c'est de pouvoir faciliter la compréhension. Le quatrième, de faciliter l'adhésion. Donc, je vous donne juste quelques exemples avant de passer la parole à Élodie. Avec quelques exemples pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire de communiquer auprès des personnes en grande précarité. C'est de pouvoir adapter la forme. On va vous mettre aussi les liens sur les documents qui ont été faits pendant cette pandémie pour qu'ils soient utilisés auprès des publics de grande précarité. Donc, ça veut dire surtout utiliser des vidéos, utiliser les langues ad hoc et puis, bien sûr, s'adapter au handicap. Sur l'adaptation sur le fond maintenant, par exemple, quand on est en grand public, on va dire, en attendant des résultats, vous restez chez vous. Mais quand on n'a pas de chez soi, on l'adapte. Et ça veut dire que, là, vous voyez, pour les publics un peu plus vulnérables, on dit pour trouver une solution, vous pouvez être hébergé. Donc, ça peut être 2 semaines, donc, notamment dans les hôtels. Bien expliquer que la personne, c'est elle qui décide et que tout est gratuit, à la fois le test et les hébergements. Pour d'autres, lavez-vous les mains, on va vous dire que quand il n'y a pas d'eau, pas d'accès à l'eau, on peut aussi le faire avec du gel désinfectant. Et il y a des points d'eau qui sont proposés dans certaines villes. Et on met les points d'eau. Pour la vaccination, ce n'est pas seulement le centre de vaccination, mais il y a aussi des équipes mobiles qui peuvent venir éventuellement dans l'allée vert.
Et la dernière exemple, voilà, pour la vaccination, puisque là, on est en phase de travailler sur la vaccination. Donc, on a mis en place tous les outils de communication de vaccination que vous retrouverez donc, sur le lien, mais aussi la démarche de mobilisation de connaissances avec un certain nombre, on a fini la scoping review, on a un certain nombre d'informations qui passent. On a fait notre webinaire il y a quelques semaines, assez récemment, et donc on est en train d'analyser les résultats. Et donc, je vais laisser la parole à Élodie pour vous expliquer après la littératie. Ah oui, un autre point, c'est quand même de rassurer. Ça, c'est important. Et de ne pas stigmatiser. Et puis, donc, maintenant que vous avez vu un peu l'outil de mobilisation de connaissances et de littératie, on va vous présenter la médiation en santé et surtout, donc Élodie, je vais te laisser la parole, sur ce qu'on a mis en place, notamment dans la région, donc pour rester un peu plus local, pour aider à l'investigation et à la gestion des clusters complexes auprès des gens du voyage. Donc, bonjour à tous. J'ai réalisé donc, ce travail avec mon collègue Gilles Brabant et donc, sous la direction de Stéphanie. Et on a cherché donc, dans une étude exploratoire de la mise en œuvre du plan d'action gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine en vue donc, de favoriser l'investigation et la gestion de clusters complexes auprès des gens du voyage. Donc, pour vous partager des éléments de contexte, au début, donc, on se situe au début du premier confinement. Et en février 2020, l'apprentissage, donc l'apparition des clusters complexes, de plusieurs clusters dans le Grand Est, lors d'un rassemblement évangélique, a engendré donc une communication de par la Direction générale de la santé à toutes les ARS pour prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des gens du voyage pour éviter la situation du Grand Est en faisant l'amalgame entre la religion des gens du voyage et le rassemblement de Mulhouse. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, quant à elle, donc, a rédigé et diffusé un plan d'action auprès de ses directions départementales d'ARS. Et au-delà donc, de contrôler l'épidémie, elle a justifié surtout ce plan par le caractère donc, vulnérable de certaines familles de gens du voyage, de leur mode de vie et des difficultés connues d'accès aux soins et aux droits. Vous pouvez voir donc, le système de surveillance qui a été mis en place pendant ce premier confinement. Donc, la Covid débutait. Les systèmes de surveillance étaient des systèmes de surveillance classiques étaient en route. Donc, comme vous pouvez le voir avec donc, le médecin généraliste ou les centres hospitaliers qui informaient directement par l'intermédiaire du laboratoire, les cellules régionales, les CRAPS ARS et les directions départementales. Mais pour la question donc, des gens du voyage, il a fallu s'adapter pour aider à la validation du signal par l'intermédiaire d'un système hors les murs, grâce à l'association et à la coopération des passes mobiles et des associations de gens du voyage présentes sur le terrain. Donc, l'objectif de ce travail était donc de recenser les actions mises en œuvre avec le plan gens du voyage et leurs évolutions, identifier celles jugées par les acteurs locaux facilitantes pour réaliser donc, le contact tracing et mettre en place des actions de prévention. Et dans un objectif secondaire, élaborer un cadre d'investigation épidémiologique de clusters complexes en vue de répondre au signal par une investigation et des actions adéquates. La méthode qu'on a employée, donc on a tout d'abord décrit l'intervention dans le plan gens du voyage pendant la crise sanitaire en Nouvelle-Aquitaine, qui s'est déroulée, qui a été mise en œuvre de mars à mai 2020. On a réalisé une étude de cas qualitative rétrospective donc de juin à 2020 à septembre 2020 avec mon collègue Gilles. On s'est basé sur deux types de collecte de données, les analyses de documentaires des notes journalières de transmission d'informations entre les différents partenaires, et on a réalisé 11 entretiens semi-directifs auprès des acteurs impliqués dans le déploiement du plan, donc en Gironde, en Charente, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Lot-et-Garonne, auprès donc, des directions départementales d'ARS et des acteurs donc, de médiation en santé présents au sein des associations de gens du voyage du réseau FNASAT. L'analyse de contenu thématique s'est réalisée selon deux concepts théoriques, les 5 axes d'intervention de la Charte d'Ottawa et
le cadre d'intervention de la médiation en santé proposé par la Haute Autorité de Santé. Donc, tout d'abord, au niveau des premiers éléments, donc, il a fallu donc, dans ce plan mobiliser les acteurs locaux. Donc, je pense que certains se reconnaîtront. Donc, autour des gens du voyage, il était intéressant, donc, par un pilotage identifié par les directions départementales, de mobiliser donc, les acteurs des associations, donc acteurs de médiation en santé présents dans les associations, les passes mobiles, les médecins traitants, les centres sociaux, les travailleurs sociaux qui travaillaient dans les centres sociaux, et au niveau un peu plus éloigné des gens du voyage, les préfectures, les collectivités territoriales et l'ensemble des cellules précarité à l'intérieur des directions départementales. Il faut savoir aussi que des relais communautaires ont été identifiés auprès des gens du voyage de manière à faciliter la diffusion d'informations ou même prévenir l'arrivée sur place des équipes mobiles qui allaient réaliser les dépistages et réaliser aussi une veille de la situation du groupe et pour pouvoir le relayer auprès des institutions. Cette mise en coordination et surtout coopération a pu être beaucoup plus, a été facilitée et facilitante dans le cadre de coopération qui existait déjà, car en Nouvelle-Aquitaine, nous avons par l'intermédiaire du PRAPS, des actions donc, de ce type sont déjà menées et donc le réseau a pu être réactivé en urgence pour lutter contre la Covid. On voit bien, donc là je vais vous présenter les différentes articulations des actions qui ont été menées auprès donc, des gens du voyage. Donc là nous sommes dans le cas lorsque des cas Covid positifs étaient signalés au sein de l'aire du lieu de vie. Donc, ils étaient signalés soit par les acteurs de médiation en santé, soit par les travailleurs sociaux ou les gestionnaires d'aires d'accueil. Et à partir du moment où le signal remontait aux directions départementales, elles demandaient aux associations ou aux gestionnaires d'aires d'accueil d'identifier donc les cas au sein des lieux de vie et de commencer à procéder au contact tracing, mais de manière en proximité, donc soit au départ évidemment par téléphone, mais ils se sont aussi déplacés sur place pour discuter et échanger avec les gens du voyage pour remonter cette chaîne d'information. En même temps, ils ont aussi réalisé la distribution de masques sur les lieux de vie et le lendemain ou le surlendemain, de manière très réactive, par l'intermédiaire des équipes mobiles, des PASS ou des médecins traitants ou des médecins d'ARS qui se sont déplacés sur les lieux de vie. Des dépistages ont pu avoir lieu pour confirmer les cas et avec des informations qui ont pu être prodiguées sur les gestes barrières ou la manière de s'organiser pour l'isolement. Et cela a pu être discuté lors de ces échanges-là. Et toutes ces actions au plus près des gens du voyage et au sein des lieux de vie ont été préalablement signalées par l'intermédiaire des relais communautaires pour informer l'ensemble du groupe. Au-delà maintenant des actions qui étaient prévues dans le plan, certaines évolutions ont pu se réaliser, comme après avoir identifié les cas et fait cet ensemble d'actions, il fallait organiser la question du confinement des cas dans un contexte d'une population qui vit de manière collective et mettre en place donc, des zones de décohabitation, ce qui a dû mettre autour de la table les associations, les préfectures et les collectivités territoriales de manière à réfléchir, soit à étendre l'espace qu'il y avait au sein de l'aire du lieu de vie, soit d'identifier des zones où on pouvait proposer d'autres lieux d'hébergement aux gens du voyage.
De manière à aussi respecter le confinement ou l'isolement, il était aussi important de considérer les particularités de ces populations et donc de s'organiser au maintien des fuites, donc l'eau et l'électricité, voire même de l'emmener, d'amener l'eau sur les lieux de vie, de réaliser l'apport de produits de première nécessité et évidemment le maintien des droits sociaux, de travailler au maintien des droits sociaux avec les gens du voyage pour garantir leurs revenus. On peut voir maintenant un autre type d'articulation qui se sont réalisées. Donc là, quand des cas Covid n'étaient pas encore signalés, ils ont pu prendre un peu plus de temps pour recenser l'ensemble des lieux de vie. En même temps que les associations se sont organisées en télétravail et que l'ensemble des professionnels se sont organisés en télétravail, ils ont dû actualiser donc, les listes. Il faut savoir que les associations de gens du voyage proposent à une adresse fixe aux gens du voyage, donc ils bénéficient de listes. Et ils ont commencé un suivi téléphonique hebdomadaire de manière à prendre contact avec les gens du voyage, à identifier leurs besoins. Et ils se sont très vite rendus compte que la réassurance était importante. Et donc, ces contacts étaient bienvenus. En même temps de ce travail, les acteurs de médiation en santé ont aussi dû identifier les médecins traitants, les référents famille, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir identifier les relais communautaires au sein des groupes familiaux. Et ces actions, l'ensemble de ces actions en distanciel ont montré une certaine limite et ils ont du coup adapté le plan pour essayer de proposer donc déjà une adaptation des ensembles des outils de communication qui étaient utilisés pour la population générale aux besoins et aux problématiques des gens du voyage, donc avec des vidéos, des audios, des bandes dessinées. Et ceci s'est diffusé grâce à des informations donc papier ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux et par l'intermédiaire donc des relais communautaires à l'intérieur des groupes. Ensuite, grâce à la constitution, comme je vous l'ai dit sur la diapo précédente, des équipes mobiles sanitaires et sociales se sont constituées pour aller vers les gens du voyage et proposer des actions de prévention sur les lieux de vie grâce à un binôme de professionnels de santé et d'acteurs de médiation quand les EPI sont arrivés. Donc, l'ensemble de ces actions ont été menées. Vous pouvez voir maintenant que toutes ces actions ont été mobilisées ont mobilisé les 5 axes stratégiques pour promouvoir la santé et au regard des actions qui ont facilité l'investigation et les actions à mettre en œuvre, on voit que le cadre d'intervention de la médiation en santé a été celui qui a facilité grandement ce plan. On voit que la coordination par l'être ensemble a vraiment permis une activation du réseau et un partage et un espace de travail en partenariat avec un pilotage qui était identifié par les DDARS, la création d'un système aller vers, autant par le parcours de soins que par l'ensemble des maintiens, des accès aux fluides et à ce que je vous ai précédemment dit, a permis donc la création à considérer les gens du voyage dans leurs problématiques et le fait de faire avec les personnes dans une logique d'empowerment par l'adaptation des messages et des échanges en présentiel et puis évidemment faire ensemble dans la prise en compte des besoins des gens du voyage et adapter au plus près ce plan au regard de leurs problématiques et des connaissances et de l'expérience des acteurs de médiation en santé sur le terrain. Et donc, pour finir, ce travail nous a permis d'identifier et de mettre en œuvre un logigramme d'aide à l'accompagnement de l'investigation auprès de cette population, en prenant en compte donc, la question de la coordination, les questions qu'on peut se poser et qui sont indispensables dans la coordination pour mettre en œuvre un plan qui servirait à l'investigation, donc plutôt au contact tracing, à la validation du signal et au contact tracing auprès de cette population
et en prenant en compte évidemment leurs particularités et en mettant en œuvre les actions de prévention qui sont nécessaires au bon déroulement de l'action publique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix et à deux niveaux. Alors, j'allais dire, c'est très intéressant parce qu'on est parti un peu de Santé publique France, là, avec les concepts généraux que Stéphanie a présentés, des stratégies d'intervention, l'évaluation sur laquelle on va peut-être revenir avec Rachid. On est passé à un niveau plus opérationnel avec Élodie. Sur une population particulièrement difficile à prendre en charge, avec laquelle interagir. Et puis, des conclusions finalement de cette action, de cette opération, finalement, vous tirez aussi en feedback, des expériences qui nous permettent d'alimenter finalement la réflexion globale d'intervention. Donc là, on est vraiment dans un schéma qu'on peut espérer vertueux dans une interaction entre la recherche et l'opérationnel. Hein. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat, là, sur les questions-réponses, Gilles Brabant, là, donc, si j'ai bien compris, qui a travaillé avec Élodie, a fait passer un certain nombre de documents ou de liens vers des documents. Je pense que vous n'y avez pas tous accès, mais Céline Voix va vous diffuser ces documents. Et donc, est-ce qu'il y a en plus donc des questions ou des interactions? Rachid, tu veux commenter sur évaluation? Oui, je peux rebondir sur ce que tu as déjà dit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le lien qu'il y a entre la recherche, la collecte d'informations, le retour d'expérience et la mise au point d'une intervention est vraiment exemplaire de ce qu'on devrait faire presque systématiquement dans notre action de santé publique auprès de ces publics, certes, qui ont des caractéristiques, comme Marie-Thérèse me glissait dans l'oreille. Elle n'est pas difficile, cette population, elle est différente, mais il faut tenir compte du contexte. Et je pense que ce qu'a illustré Élodie en partant des concepts généraux de stratégie qu'a présenté Stéphanie, il faudrait vraiment que ce soit reproduit, que ça nous inspire tous dans notre action. En tout cas, merci à toutes les deux pour... voilà. Et j'ai bien aimé le terme d'écosystémique, même si ça fait un petit peu très sérieux. En fait, ça décrit bien la vision globale que l'on doit avoir sur un problème particulier, dans un contexte particulier. Oui. Comment tu vois un des messages encore clés, c'est la collecte d'informations qu'on a déjà abordé avec l'équipe des passes mobiles. Comment tu vois les choses, toi, vu de haut, j'allais dire, vu de Santé publique France, on voit qu'on se heurte, enfin Rachid a évoqué aussi ce problème, cette collecte d'informations qui doit être en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça non plus, hein, ça nécessite une autorisation théoriquement de la part des personnes. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites pour essayer d'avoir un outil un petit peu uniforme? Est-ce que ça existe? Quelles sont les réflexions à ce niveau? Alors en fait, c'est pour ça que je vous ai présenté un peu la première partie. C'est vrai qu'il y a le mieux documenté. Là, on vous a bien présenté l'articulation avec la recherche et puis un peu l'opérationnel. Hein, c'est un peu la stratégie, on va dire. D'abord, en préalable, c'est vrai que ce projet MOPCO, là, il a une demande assez forte pour être décliné au niveau régional, donc pour se rapprocher un peu plus des acteurs vraiment sur le terrain. Et on se rend compte que la collecte de données, déjà, je dis ça pour faire un parallélisme, parce que c'est que souvent, on a des indicateurs qui ne sont pas à un niveau infra-départemental. Donc déjà, ça pose la question du maillage géographique, où pour agir, on aurait besoin d'avoir des déterminants sociaux à un niveau territorial très fin,
à savoir, si possible, au niveau même des… Voilà, les gens connaissent les quartiers prioritaires de la ville, etc., mais on a du mal à mettre au-dessus des déterminants, les déterminants sociaux avec les déterminants de santé. Et quand on rentre dans les bases de données, donc là, sur la Covid, par exemple, on se heurte à des difficultés. Par exemple, on peut arriver à faire des analyses, on va dire, alors là, ce n'est pas écosystémique, c'est plutôt écologique, c'est-à-dire à un niveau géographique. Voilà, on va pouvoir donner des informations au niveau de la commune, par exemple, le taux de chômage, le pourcentage de personnes nées à l'étranger, le pourcentage de personnes qui ont la CMUC, le pourcentage de… Et voilà. Mais on n'arrive pas à avoir un niveau individuel des déterminants sociaux. Et ça, c'est parce que c'est tout le système qui est concerné, c'est-à-dire depuis la collecte d'informations au niveau hospitalier, où on a très peu d'informations en fait, sociales. Et pourtant, c'est recueilli, puisque quand on va à l'hôpital, on a un certain nombre de données. Et on est quand même sur un modèle qui reste quand même biomédical, à savoir que même dans nos systèmes de surveillance, on a la sévérité des symptômes, on a le résultat du test, on a tout un tas de données de laboratoire, on a tout ça, mais on a très peu finalement de déterminants sociaux. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec ce programme d'inégalité sociale de santé, il y a tout un axe. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un peu ce qu'on met dans l'axe population vulnérable, mais on a tout un axe qui s'appelle indicateurs, sur lequel on travaille pour, au minima, avoir un socle commun d'indicateurs sociaux pour essayer de les injecter dans nos systèmes de surveillance. Et on n'est pas les seuls à le dire, c'est-à-dire qu'il y a suite à la crise sanitaire, il y a tout un tas de chercheurs aussi et d'institutionnels qui se sont élevés pour dire on a un angle mort dans la crise qui est sur les données sociales. Ça, on l'a nettement vu. Et donc, on a été obligé, collectif, c'est-à-dire de mettre en place des études ad hoc pour remplir ce manque. Donc, on essaye de réfléchir maintenant à comment on peut injecter ça dans les systèmes de surveillance et donc discuter avec l'INSEE, avec les autres pourvoyeurs de données sociales et de voir comment on peut s'affranchir, entre guillemets, des autorisations, enfin travailler avec la CNIL pour que cela se fasse dans le respect des personnes et de l'anonymisation requise, notamment à un niveau territorial fin, puisque quand on descend très fin au niveau du territoire, et ben, de plus en plus, on peut identifier les personnes. Donc, il faut aussi qu'on arrive à répondre à ces enjeux de réidentification et aussi des enjeux éthiques de ne pas stigmatiser des personnes de par les déterminants qu'on mettra en évidence. Et vous avez, pour aller un tout petit peu plus loin, vous avez une idée de ces marqueurs, j'aime pas trop le terme, de ces critères, de ces caractéristiques que vous pourriez identifier? Ah oui, ben on a déjà commencé sur la crise notamment. On a notamment vu, ça a été pas mal montré dans les pays anglo-saxons, le pays de naissance sur les personnes nées à l'étranger est un critère qui ressort de façon très forte, à la fois sur les taux d'infection et sur les taux de mortalité. Et donc, c'est des choses qu'on a commencé à injecter, notamment dans les réseaux sentinelles des réa, donc des hôpitaux, où on recueille du coup de façon un peu plus systématique, on va dire, le pays de naissance, la commune, pour justement pouvoir agréger tous ces indicateurs ensuite. Et on a vu récemment, on va peut-être le publier, là, que la dynamique de l'infection en fonction de là où est la personne, donc de là où elle habite, et donc avec des indices de défavorisation sociale, et qui est plus qu'éloquent. C'est même un cas d'école, tellement c'est énorme, et que le gap on a un gradient, mais avec un gap extrêmement fort sur le dernier quintile, c'est-à-dire les personnes les plus défavorisées, avec un risque vraiment majeur et qui a été quantifié selon la dynamique de l'épidémie. Donc, c'est de publier ça dans le mois qui arrive là. C'est évidemment ce qu'on voit encore une fois, puisque moi je suis au bout de l'échelle, c'est-à-dire l'hospitalisation, et c'est ce qu'on a vu effectivement, peut-être pas au début de l'épidémie au mois de mars, avril 2020, mais c'est sûr que cette deuxième et troisième vague ont fait ressortir justement des caractères, parce qu'au début de l'épidémie, c'était plutôt les personnes âgées, donc ça faisait il y avait un critère effectivement social, mais qui était marqué par l'âge, et l'évolution de l'épidémie, avec l'arrivée des nouveaux variants également, avec une transmissibilité peut-être encore supérieure et qui donc faisait ressentir dans des populations
qui avaient des difficultés de logement et à appliquer donc les mesures barrières, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a vraiment ressenti ça dans les hospitalisations, des formes graves, c'est-à-dire ces caractéristiques sociales qui devenaient dominantes avec des facteurs de comorbidité qui étaient là aussi à fort gradient social, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'obésité, l'hypertension, le diabète non contrôlé, qui sont autant de pathologies dont on connaît effectivement là aussi le gradient social. Donc c'était vraiment le cumul des facteurs, la double ou triple peine, comme je dis. Exactement. Il y a aussi la suroccupation du logement, donc on commence à le voir apparaître. On a plein de critères en fait comme ça avec l'INSEE qui sont de façon linéaire. C'est presque, comme je disais, un cas d'école parce que c'est linéaire, la relation et la modélisation. Donc non seulement avec les conditions de logement, mais effectivement aussi des retards on n'a pas encore bien travaillé ça, mais les retards de prise en charge qui n'ont pas encore été bien identifiés. Ce sera l'après d'épidémie, on va dire, sur toutes les conséquences secondaires en fait, qu'elle a pu provoquer. Donc, il y a Clio Sanders qui dit, par rapport à ce constat et cet article, avez-vous quelques pistes de réponse ou explications? Je pense que c'est un peu ce qu'on disait là. Oui. Peut-être sur la diapo qu'on a montré peut-être un peu vite, mais effectivement, il y a un taux d'infection qui est plus important. Donc ça, ces hypothèses, on commence à les montrer. Comme je vous disais, il y a on voit qu'il y a une certaine partie des plus défavorisés qui ont été beaucoup plus infectés. Et on a le taux de positivité, le taux de dépistage et le taux d'infection. Donc on peut bien voir que ce n'est pas lié à un dépistage plus fort, mais que c'est bien lié à en fait, des conditions de vie. Et en fait, il faut qu'on continue à creuser ces hypothèses, à savoir, on a parlé de l'occupation du logement. C'est ce qu'on voit aussi sur d'autres maladies respiratoires, comme la tuberculose ou autres. Mais on a aussi des conditions d'emploi. Il faut creuser aussi ça. Les enquêtes l'ont montré, mais dans les systèmes de surveillance, ce qu'on appelle les premiers de corvée, c'est assez clair que quand on regarde la dynamique de l'infection, c'est des personnes qui n'ont pas pu se protéger, qui n'ont pas pu ni télétravailler, ni isoler. On les a vus dans l'espace public, on va dire, pour la première fois, de façon assez nette, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les systèmes dans les systèmes de données, quoi. On commence à prouver tout ça, notamment via des enquêtes ad hoc, et puis on espère pouvoir avancer et que cette crise serve aussi à mettre en évidence le besoin de données de façon systématique de déterminants sociaux dans les systèmes de surveillance pour éviter de faire des études ad hoc. Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur le profil de l'équipe de recherche telle qu'elle se crée dans le centre, là, en gestation, puisqu'on est en phase de transition entre le centre actuel et un nouveau centre, et comment ce type de problématique va ou pourrait s'insérer dans nos priorités de recherche? Alors, on forme une équipe qui s'appelle ACT parce qu'elle a dans l'ADN en fait une volonté justement d'agir et d'être aussi sur le terrain. Il y a quatre axes dans cette équipe de recherche, donc qui est dirigée par Carole Dufouille, avec un axe qui est c'est des axes qui vont être mutualisés. Il y a une cohérence d'ensemble qu'on est en train de construire, notamment parce qu'on va vers de la recherche interventionnelle, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu là par un exemple, on va aller jusqu'à faire des interventions en santé, donc avec une forte composante promotion en santé, et jusqu'à l'évaluation. Donc, il y a un premier axe de méthodologie en recherche interventionnelle de Linda Cambon, qui est plutôt dans la population, un axe qui est plutôt sur le système de soins avec François Allard. Il y a un autre axe qui est sur les bases, des bases de données, on va dire plutôt médico-administratives, notamment avec les registres, le PMSI, et sur tout un tas d'axes de parcours, avec cette notion de dynamique qui est portée par Florence Saillour. Et un axe sur les inégalités sociales de santé, donc qui est porté par moi-même et Laurence Kotobi pour le volet aussi anthropologique, puisqu'on est une équipe aussi pluridisciplinaire pour porter ces sujets de façon avec des méthodes mixtes, notamment Cali-Canty. Et on est en cours de gestation, c'est vrai, mais on commence à être pas mal étoffé là et à travailler beaucoup de ponts ensemble. Donc, on a notamment une ANR vaccination, pour donner un exemple,
qui a été, où on intègre les populations vulnérables, puisque dans l'axe inégalité sociale de santé, comme je vous disais, il y a le gradient d'une part, mais il y a aussi l'intégration des populations vulnérables, puisqu'on est encore obligé, entre guillemets, de faire des études ad hoc, et je rejoins à ce que disait Marie-Thérèse, ce n'est pas des populations qui sont difficiles à joindre. Quand on dit ça, c'est vraiment d'un point de vue épidémiologique, parce que quand on les a, les personnes sont souvent accueillantes, on a des taux de participation, enfin là sur l'étude du voyage, on a 95% de taux de participation, hein. C'est vraiment des gens faciles à joindre dans le sens où, comme une fois qu'on prend les mesures et qu'on adapte notre façon de travailler, qui sont très enclins non seulement à participer, mais qui apportent énormément à tout point de vue sur ces aspects-là de recherche. Et donc, c'est une équipe qui commence à grossir, où on va avoir des méthodes statistiques d'épidémiologie sociale pour l'axe qui nous concerne, mais aussi des biostats et aussi des méthodes de recherche interventionnelle, donc avec de la promotion en santé. Et normalement, on attend l'HCERS, donc on devrait être officiellement nommé, on va dire, l'année prochaine, de 2022. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Si j'ai le calendrier en tête. C'est ça, c'est à peu près ça. Oui. Ouais. Bientôt passer à l'INSERM aussi. Voilà. Ça prend du temps, ça. C'est ça. Et puis donc, voilà, comme je vous disais, on a une NR vaccination où on a mis en place un volet sur les populations précaires. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, c'est un financement centralisé. Notre spécificité aussi, j'ai oublié de le dire, mais on va faire des liens avec d'autres équipes du centre, et notamment l'équipe du Sud, parce qu'il y a aussi enfin je dis le Sud, mais ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelle, des équipes aussi qui travaillent donc sur plutôt les pays en voie de développement, parce qu'on a beaucoup de méthodes. Élodie parlait de la médiation en santé, mais il y a les santé communautaires, on a beaucoup de points à faire. Et notamment, on va travailler beaucoup, parce qu'on a un côté très opérationnel, comme vous l'avez vu, et qui peut être quelque chose qui est aussi à promouvoir ailleurs. Donc, on va faire des ponts avec d'autres personnes. On travaille aussi avec l'équipe ELFI, parce qu'on a aussi un axe sur la santé des enfants, puisque la prévention se fait tôt. Merci. Pour finir, Élodie, là, sur l'aspect très opérationnel, on a tous, je pense, bien aimé le schéma du être ensemble et du aller vers. Je pense que ça résume très bien finalement l'opérationnalité de ces projets. Est-ce que est-ce que c'est d'abord l'aller vers ou le être ensemble? Vous avez mis le être ensemble avant le aller vers. Comment vous, finalement, en termes pratiques, comment vous avez mis ça en action là, pour du coup? Ce qu'on remarque, ce qu'on a remarqué dans cette étude exploratoire, c'est que le être ensemble, il est nécessaire pour prendre en compte, pour se coordonner, et de manière à prendre en compte les particularités de ces populations en amont, pour réfléchir comment agir, et pour s'accompagner des savoirs expérientiels des acteurs qui sont en contact quotidien préalablement à la crise, et qui sont des relais, enfin qui remontent des informations très importantes aussi à prendre en compte dans la manière d'investiguer. Un exemple très concret, les premières investigations étaient auprès des gens du voyage. On monte des grands barnums au milieu de l'air. Avec la gendarmerie qui venait les monter, effectivement, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte les particularités de ces populations. Donc, quand même, chez les gens du voyage, avec la question des stigmatisations et discriminations qui peuvent être fortes, et de réfléchir en amont pour mettre en place de la cohérence dans l'action publique et de manière collective. Et après, on va vers en prenant en compte ces précautions que les passes mobiles ou les acteurs de médiation en santé ou les professionnels de santé connaissent, mais ils doivent aussi être écoutés dans ces connaissances. D'où la question de être ensemble dans un partage de savoir et idéalement dans un partage de pouvoir, mais on n'ira pas tout de suite sur cette question. Ça rejoint, enfin, on pourrait presque là, pour reprendre le topo inaugural de Simone Matoulin ce matin, donc elle avait élaboré, enfin, aux Pays-Bas, là, ils ont effectivement listé un petit peu les actions justement
aussi pour apprendre des échecs, mais là, on a le sentiment que ce n'est pas un échec et que ça a été validé, mais ça a été aussi validé grâce à cette crise, c'est-à-dire que finalement, la période Covid a permis quand même considérablement de progresser sur des actions opérationnelles dans les populations qui sont en difficulté. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on aurait pu avancer? Est-ce que finalement, on a eu un coup de booster pour prendre un petit schéma un peu résumé là, un coup de booster apporté par cette épidémie sur des actions qui n'auraient pas été mises en place s'il n'y avait pas eu cette période? Bon, après, pour quand même modérer mon propos, on est en Nouvelle-Aquitaine. Les acteurs ont été mobilisés en 2017 suite à l'épidémie de rougeole et ils se sont réactivés. Les réseaux se sont réactivés. On se rend compte là dans la suite du travail que je mène, dans des départements ou des régions dans lesquelles ces coordinations n'ont pas été mises en place autour de cette population, que l'action, que ce soit l'investigation pour réaliser le contact tracing de proximité ou les actions de prévention ont été beaucoup plus difficiles à être menées parce que la cohérence dans l'action collective était difficile à mettre en œuvre. Et les populations qui sont accompagnées ont besoin de sentir cette cohérence parce qu'il y a quand même une divergence entre la logique sécuritaire et la logique sanitaire suite à cette crise qui doit être réfléchie en amont par les acteurs locaux qui interviennent. Donc après, Stéphanie, elle peut compléter. Oui, d'ailleurs, pour illustrer ça de façon très schématique, effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, on avait eu à l'époque une épidémie de rougeole, en fait. Et on avait commencé à faire une étude, quand j'étais responsable de la cellule Nouvelle-Aquitaine, en fait, sur les gens du voyage. Et le fait d'avoir mis en place cette étude a permis, entre autres, parce que de faire des liens très forts avec les associations, mais aussi avec les acteurs, c'est-à-dire l'ARS qui avait mis en place le plan, les assos. Et de façon très illustrative, par exemple, on a été obligé de faire un recensement de toutes les heures d'accueil pour pouvoir interroger les gens et faire un plan de sondage et faire de l'inférence statistique derrière. Donc, ne serait-ce que cet recensement des heures d'accueil qui n'avait jamais été fait en fait auparavant a permis, quand l'épidémie est arrivée, quand le préfet était très alarmé en fait, des premiers cas de Covid et qu'il faut se remettre dans le contexte avec une peur et une incertitude assez forte en début d'épidémie, une volonté, donc, comme dit Élodie, sécuritaire, c'est-à-dire d'empêcher les gens de bouger, de contenir avec la peur de la propagation de l'épidémie, de rassurer très vite parce que justement, il y avait les données. Les acteurs savaient où étaient les gens, combien ils étaient. Ça a permis de rassurer et de passer d'une logique sécuritaire à une logique de médiation sanitaire. Et donc de faire confiance aux assos, puisque, entre guillemets, elles maîtrisaient un peu ce qui se passait. Et avec, bien sûr, l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a beaucoup œuvré en ce sens aussi, puisque c'était une population qui connaissait bien et sur laquelle on avait travaillé. Donc voilà, juste pour dire, c'est important la réactivation et le fait que c'est sûr, c'est un booster la crise, mais il faut que les choses existent quand même avant, que ce lien de confiance il soit là. Oui, mais on a répondu parce qu'il y avait une crise précédente. C'est ça qui est effectivement un petit peu dommage. On avait appris de l'épidémie de rougeole et c'est ça qui avait permis de tisser les premiers liens finalement. Donc on apprend à travers les crises, mais on n'a pas l'impression que les choses évoluent rapidement lorsqu'on n'est pas en crise, ce qui est un tout petit peu dommage quand même. Il y a Céline de Marchy qui a mis des petits commentaires intéressants à partager. Tout le monde utilise l'expression aller vers qui veut tout dire et ne rien dire. La question est comment créer la rencontre, ce qui est plus fort qu'aller vers. Et comment on laisse la place au public cible pour s'exprimer et qu'il puisse construire. Voilà, merci pour ces derniers commentaires qui nous amènent exactement au temps prévu pour la matinée. Donc, je te laisse clore, Fabrice, ce matin. Je pense que ça a clôturé. En tout cas, non, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a effectivement respecté le timing avec des topos qui ont été très passionnants. Ça permet vraiment de clarifier un petit peu les choses et c'est en ligne avec l'actualité. Malheureusement, quand on a prévu ce topo en début d'année, on pouvait espérer que les choses s'amendent un petit peu. Ce n'est pas le cas. Je trouve que ça a une résonance complète avec ce qu'on voit dans les journaux nationaux, dans les politiques publiques.
à nous de continuer à les influer. Et c'est vrai que là, on a vu des actions là, ce matin menées par les PASS, par la médiation en santé, auprès des étudiants qui sont assez représentatives de la mobilisation, hein, des soignants au sens très large. Et quand ce n'est pas uniquement le soin, hein, c'est l'ensemble effectivement des personnes qui ont porté soin aux populations en situation de précarité. Donc, c'était tout à fait passionnant.